On va revenir sur quelque chose dont on parle depuis un moment donné. Notre échange donc sur la place des petits blancs, des hauts, dans l'histoire et le peuplement de la Réunion, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Patricia. J'allais dire Château, oui, c'est ça. Bonsoir, c'est Château. Bonsoir. Je croyais que j'allais construire des châteaux en Espagne. Qu'est-ce que j'allais dire Sociologue. Sociologue. Alors, là, je vais juste faire une parenthèse. On va juste rappeler la thèse défendue pour cette thèse-là. Oui. Combien de pages Une thèse, je pense qu'il doit y avoir entre 500 ou 600 pages. Et ça a permis de mieux connaître les petits blancs des hauts, j'allais dire nos petits blancs des hauts. Pour moi, vous voulez dire oui, certainement. Déjà, en tant que réunionnaise, parce que bon, une observation vient toujours d'une expérience. Donc, en tant que réunionnaise, effectivement, je me suis souvenue des différents termes. Des différents termes utilisés pour parler des petits blancs. Le petit blanc, le yab, le pas de jaune, etc. Et puis également les représentations qu'on avait lorsqu'on partait, on allait dans les hauts. Enfin, du moins en ce qui me concerne. Et puis... Une question plus personnelle. Quelle est la part du yab en Patricia Château ? La part du yab dans quoi ? Dans ma vie ? Non, dans ce que vous voulez où ? Dans les représentations ? Non, dans ce que où voulez où ? Dans ce que moi m'il est. Ouais. La part du yab, c'est certainement le fait d'appartenir, de venir d'une famille qui ancestralement. Qui était yab, maman ou papa ? Ah non, maman ni papa étaient yab. Ah. c'est disons une histoire beaucoup plus ancienne. Ah, les histoires d'amour sur les bateaux. La question aujourd'hui, quand on parle du petit blanc des hauts, et comme je dis, je le répète, et je le répéterai souvent cette année, on fête le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion. Ça a commencé en 1663. On fête également le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Cette année, on parle aussi du centenaire de Roland-Garros. On parle pour la guerre 14-18, parce que la fin de la guerre de 1918, ça fait 100 ans cette année que la guerre s'arrête, donc il y aura également des événements. Il y a également le bicentenaire de Lecomte de Lisle, le centenaire de Jean Albany. C'est une année particulière, apparemment. Finalement, quand on dit Roland-Garros, c'était un yab ou c'était un métro ? Oh, pour moi, c'est un réunionnais. Maintenant. Très bonne réponse. Très fine. Non, c'est vrai, on se pose la question. Il y a eu, il y a quelques jours, donc, à Roland-Garros, à l'occasion du tournoi donc, de tennis, il y a eu un hommage rendu donc aux pilotes par le président de région, par le président de l'IRT également. Et on parle de Roland-Garros, effectivement, c'est une très bonne réponse. Réunionnais, on ne pose pas la question de savoir si c'est un créole ou pas, si c'est un tiab ou pas, quoi. Oui, parce qu'à La Réunion, on reconnaît Roland-Garros, pas seulement dans le tennis. Là, dans cette thèse de près de 600 pages, qu'est-ce qu'il faut retenir le plus sur les petits blancs des hauts ? Comme je vous l'ai dit, que historiquement, on parlait du petit blanc par rapport à ce qu'on appelait les premiers habitants, enfin plutôt pas les premiers habitants, parce que là encore, historiquement, les choses ont avancé, par rapport aux premiers colons, c'est-à-dire ceux qui sont venus par la colonisation mise en place par la Compagnie des Indes, avec de La Haye, je crois. Et donc, le système commercial de l'époque, et donc, on va dire, du peuplement qui s'est fait successivement dans l'île, a créé effectivement une catégorie, ou plutôt a créé, disons, enfin, il y a eu du moins à Bourbon à l'époque, donc une catégorie de blancs pauvres au départ. Parce que, pour différentes raisons, qu'on a déjà
dont on a déjà parlé. Et par la suite, on a parlé d'un appauvrissement du côlon blanc. Pour moi, je m'arrêterai là pour parler du petit blanc. Maintenant, ce qui me semble intéressant, comme je vous l'ai dit, c'était à partir de cette question de l'appauvrissement du côlon dans l'île, c'est pour moi, du coup, ça m'a amené à comprendre comment s'est constituée la société réunionnaise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au départ, une société bourbonnaise, on va dire, qui était pour moi comme une vassalité d'une compagnie, puisqu'il y a un système. Ça, c'est la sociologue. On va essayer de revenir à des éléments de langage. Alors, effectivement, quand on dit bourbonnais, finalement, ce sont les Français de l'époque. C'était l'île Bourbon, donc avec les Français de l'époque. C'était, pour préciser, quand on dit bourbonnais, pour éviter, ne serait-ce que de plagier Marie-Alice Cinnamon, quand elle parle des Bourbonnais. Et la question de dire que cette colonie-là a été quand même, au départ, ça devait produire du café pour la France. Après, ça devait produire. Au départ, c'est du café. C'était des cultures vivrières aussi, hein. C'est-à-dire que c'est un système, c'est le système, on va dire le système, là on parlait du système LAW, hein, LAW, le système que la Compagnie des Indes va mettre en place avec les Hollandais et tout ça. Donc pour justement ce départ, plutôt cette lancée vers la conquête des mers du Sud. Et donc à ce moment-là, il faut, donc dans la colonisation, on va dire des Bourbons par la Compagnie des Indes, il faut mettre en place un système entre les îles qui sont colonisées ou qui vont être colonisées. Donc, et à ce moment, des travaux de géographes et d'autres économistes également ont bien expliqué qu'il s'agissait pour l'île Bourbon de ravitailler, d'être un port d'escale, hein, et qu'il s'agissait de ravitailler les autres îles à côté. Sachant que la Réunion était sur la route des Indes. Sachant qu'elle était sur la route des Indes et que tous allaient vers la recherche, on va dire, surtout les Européens, allaient vers la recherche de ce qui était la richesse de l'époque. Les épices, et puis tout ce qu'il y avait, on va dire, dans les pays non occidentaux et qui était un petit peu la richesse des royaumes occidentaux, les épices, l'or, les tissus, des choses comme ça, que la bourgeoisie par la suite de l'époque va rechercher aussi, avant que n'arrivent, je suppose, les grandes filatures des métropoles. On va revenir sur l'île, on va revenir sur cette période où justement, puisqu'on parle des petits blancs par rapport aux colons, à ceux qui avaient de la terre, qui avait vraiment un statut social, parce que c'est un fait, on revient souvent là-dessus, les petits blancs ont eu du mal à avoir un statut social. Oui, alors, sur cette question de statut social, c'est qu'effectivement, ils arrivent en tant qu'habitants. Voilà. Donc, en tant qu'habitants, ça veut dire que les terres sont louées. Hein, les terres sont louées. Les terres sont louées. En échange, il faut produire et il faut faire il faut faire les terres sont louées et il faut produire une certaine quantité de choses, etc. Enfin, tout ce que la compagnie réclame pour pouvoir être cet habitant reconnu. Ensuite, effectivement, lorsque se développe, là, il ne s'agit plus seulement de la Compagnie des Indes, lorsque se développe la commercialisation de ce système, le marché de ce système, qu'il faut passer aux cultures plus, on va dire maintenant plus actuelles, puisque on connaît mieux actuellement ce qu'on appelle les cultures d'exportation. Pardon. Donc comme la canne à sucre et tout ça, donc effectivement là on passe par le café et là au fur et à mesure des recensements on repère
On repère des populations, des familles qui sont au bord de la misère, quoi, qui sont voilà. Et comment le petit blanc va évoluer? Comment va-t-il acquérir un statut social sur l'île? Alors, les différents statuts après, certains, bon, c'est vrai que parmi les habitants, lors des... bon, là, je n'ai plus la connaissance précise, cela remonte, mais disons que lors des comment dire, des débarquements successifs, hein, ou de déportation voilà, deux termes, déportation, et puis ceux qui viennent en tant que, on va dire, en tant qu'encadrants, hein, qui vont contrôler un petit peu cette économie et la population. Donc, il y a peut-être, donc, il y a effectivement des concessions accordées, et ensuite, et puis pour d'autres, il y a ce qu'on va appeler des petites concessions qu'on perdra, des plus ou moins grandes concessions que l'on perdra, on le dit, soit par cette question de filiation et puis de, comment dire, qui ne renouvelle pas pour autant un capital important, hein, pour faire vivre l'exploitation d'un point de vue familial, soit alors il reste sous la forme différentes catégories. Donc là, on arrive à ce qu'on appelle les petits planteurs, les planteurs moyens, et puis les gros planteurs. Et après, une population. Alors maintenant, qui sait encore peut-être qu'il faut interroger à cette population à l'époque, là ça serait compliqué, mais qui c'est qui va être appelé petit blanc? Ça dépend si on appelle le petit blanc celui qui est misérable, ou alors si on appelle le petit blanc celui qui se dit d'origine appartenir à ces familles qui appartenaient dès le départ à celui qui a été... donc ça peut être aussi, du coup maintenant, un gros blanc, arrière, voyez. Bon, maintenant, si on revient à cette question, donc le petit blanc, le moyen, enfin le petit planteur, le moyen planteur et le gros planteur. Et à côté, vous avez effectivement une population qui se trouve soit en vagabondage, on va dire, soit en insubordination, hein, quelque part, parce que bon, et puis d'autres qui vont chercher des moyens de ressources. Et c'est là aussi qu'on pense par recruter comment dire, les planteurs qui vont enseigner plus ou moins à l'île Maurice comment s'acclimater pour les nouveaux arrivants, comment s'acclimater à une île, puisqu'ils ont déjà fait l'expérience à l'île Bourbon. Mais dans certains récits, de toute manière, on déclare qu'on les considère comme qu'on se méfie d'eux. Et qu'on ne les envoie pas, parce qu'on se méfie. Cette méfiance vient d'où? Pardon? Cette méfiance vient d'où? Qu'est-ce qui motive la méfiance? C'est une méfiance parce que... à cause je dirais, à cause de leur origine, oui, souvent? Oui. C'est ça? Oui. Oui, puisque la société de plantation ne reconnaît que le petit planteur, le moyen et le gros planteur. Et puis bien sûr, la population, les travailleurs, non libres. Ce qui explique que statut. Ça explique qu'à un moment donné, ils préfèrent aller s'installer de plus en plus haut pour trouver, de quoi vivre, parce qu'il faut planter pour vivre. Alors l'installation dans les hauts démarre de différents, pareil aussi, hein, de différents processus. Hein. Il y a effectivement, bon, on en avait parlé, la fuite des marrons, des esclaves, la fuite des esclaves vers les hauts. Ensuite, des moyens, donc la fuite vers les hauts, et donc il faut, on pense du coup arrêter, on trouve une solution, c'est-à-dire demander, pour chasser ces marrons, et y installer des
y installer des colons sans terre. Et du côté des cirques, de l'intérieur, puisque à l'intérieur c'était quand même c'était le lieu des promenades, le lieu des thermes, les lieux de la découverte, les lieux aussi de la connaissance géographique, etc. Donc à l'intérieur, il y a quand même, il y a des, comme je vous l'ai dit, il y a des propriétaires qui sont déjà installés. Et donc, il y a des travaux. Ce qui explique un petit peu que Léo va devenir un petit peu aussi cet endroit où, le week-end, certains vont aller chercher l'air frais, la villégiature. Oui, je pense, certainement. Je pense qu'effectivement, comme à un moment donné, on parle... on découvre peut-être que le Léo, du coup, on découvre cette notion, il y a certainement eu dans les bars, mais cette notion de loisir... mais ça, c'est du côté urbain. C'est-à-dire que les gens de la côte, effectivement, trouvent le moyen de dire les loisirs, c'est monter dans les hauts et tout. Et aujourd'hui encore, on voit que cette habitude est restée. C'est toujours surtout en période de chaleur, on voit toujours les Réunionnais aller faire un tour dans les hauts, aller en changement d'air. Je ne sais pas s'il existe toujours ces familles qui suivent encore ce système traditionnel. Je pense qu'à l'heure actuelle, on voit plus maintenant la population qui va dans les hauts pour différentes activités ou pour les tables d'hôtes, pour vivre un petit peu ce qu'ils aiment bien retrouver dans les hauts. Bien, voilà quoi, mais je pense que c'est à partir du moment où la loi montagne avait créé un développement des services dans les hauts et reconnu comme zone de montagne, c'est-à-dire plus ou moins une zone sinistrée où il faut y mettre quelques sous pour faire du développement. Donc il y a, on essaie effectivement là des activités sont développées, des planteurs, des agriculteurs, comme on dit, passent aussi bien à l'agriculture qu'à la petite hôtellerie. On se rapproche un petit peu de cette dimension de la métropole où on a une notion de son lieu de travail et de son lieu d'échange. Mais maintenant, les hauts, c'est aussi un lieu d'habitation. On habite dans les hauts, mais par contre, il me semble que c'est certainement la valeur de certaines zones qui change, quoi. Et voilà. Enfin. Alors, on arrive au bout de nos 20 minutes. En tout cas, ça a été assez rapide d'ailleurs. Ça veut dire que c'est toujours très intéressant. Merci, Patricia Château. Juste pour dire que finalement, aujourd'hui, cette construction des hauts, c'est fait bien sûr avec nos petits blancs en déo, avec les yabs, mais de dire qu'aujourd'hui, on a gardé un petit peu cette configuration où le Réunionnais continue lui aussi à aller chercher, d'aller en changement d'air dans les hauts, surtout en période de chaleur. Merci, Patricia Château, on a l'occasion de revenir sur d'autres points de cette thèse et de voir et de revenir pour parler de nos petits blancs des hauts, des yabs, parce que, encore une fois, je le rappelle, il faut absolument qu'on voit quelle est la dimension qu'occupent les petits blancs des hauts et les yabs dans le peuplement de la Réunion et dans la construction de la Réunion. Merci, Patricia Château. Merci.